Je m'étais inscrit en droit par tradition familiale, mais je dois reconnaître que la philosophie était mon vœu secret, qui était rencontré parce que le jour même de la rentrée à Saint-Louis, le recteur, qui était notre professeur de philosophie, Monseigneur Van Camp, m'a appelé en disant il faut que vous fassiez un cumul. Vu vos bons résultats au collège, vous devez faire un cumul, alors vous choisissez soit droit économie, soit droit et philosophie. Ça se passait comme ça à l'époque, donc emprise morale du recteur sur des jeunes étudiants. Pour moi, c'était la foudre qui me tombait sur la tête. Et le lendemain, je suis allé le trouver et j'ai dit, ben, Monseigneur, j'ai pris une inscription en philosophie. Ça m'a complètement marqué, puisque toute ma carrière aurait été marquée par ce croisement entre le droit et la philosophie. J'ai fait 2 formations complètes, une thèse en philosophie du droit, et toutes mes publications se sont inscrites dans ce courant. Mon papa avait été élève à Saint-Boniface, j'habitais pas trop loin, place Stéphanie, et j'y allais d'ailleurs en compagnie d'autres élèves dont on a gardé le souvenir, comme Benoît de Gemep par exemple. Voilà, alors je suis entré à Saint-Boniface en septembre 1958, en première primaire, et j'en suis sorti en juin 1970, fin de la rhétorique. Donc j'ai fait 12 années, latin grec, et je dois dire que j'en ai gardé vraiment un souvenir formidable. C'était à la fois un collège renommé à Bruxelles et une école de quartier, donc il y avait un brassage social qui était appréciable et qui nous a beaucoup apporté. J'ai un excellent souvenir de beaucoup de mes professeurs. Ça a commencé en première année avec Madame Florizone qui nous apprenait à lire. Je reconnais que j'étais un peu son chouchou et elle m'avait offert un vieil exemplaire de Tintin au Congo. Et j'ai littéralement appris à lire dans Tintin au Congo. Ce qui fait que j'ai aussi gardé une affection particulière pour Tintin et Hergé. Monsieur Gailly, Jean-Jacques Gailly, qui était notre professeur de grec et qui nous faisait apprendre par cœur et réciter de cœur des passages en grec ancien de l'Iliade. On s'engueulait en grec ancien et ça, ce sont des souvenirs qu'on n'oublie pas. Et puis en dernière année, monsieur Jeukens, qui nous ouvrait quand même déjà quasiment une démarche universitaire, et le voyage de Rétaux, Rome et la Grèce. Dès la poésie, et nous étions là en mai 68, avec quelques amis comme Benoît de Gemep, j'ai fondé un journal lycéen qui s'appelait L'Éveil, et puis l'année après Le Réveil, qui s'adressait au collège catholique, mais aussi non catholique, et aussi bien aux garçons qu'aux filles. C'était vraiment une double révolution à l'époque. C'était un journal qui tirait à 40 000 exemplaires, que l'on écrivait, fabriquait et diffusait nous-mêmes. Donc, je veux dire, cette éducation classique était aussi une éducation qui nous ouvrait au monde et nous faisait prendre des initiatives qui ont été vraiment marquantes pour la carrière d'un certain nombre d'entre nous. C'était la fin des années 60, c'était au fond une période assez bénie, nous étions dans les Golden 60s, et en même temps, sur le plan idéologique, c'était Vatican II, et au fond, l'ouverture au tiers-monde. Donc nous étions vraiment formés à l'ouverture et la générosité, au même moment où l'État-providence, l'État social, était à son maximum de développement en Belgique. Autrement dit, on avait encore les moyens d'une politique d'ouverture et de générosité. Dès les années 80, je faisais partie de cette génération qui, à tort ou à raison, à tort sans doute, mais considérait que le problème social était réglé, était pris en charge au moins dans nos États par le biais de l'État social, de l'État-providence, mais qu'en revanche, il s'agissait de prendre la mesure d'une autre menace qui était la menace écologique. Et donc, dès 1989, avec quelques amis, j'ai eu l'occasion de fonder aux facultés Saint-Louis le CEDRE, Centre d'études de droit de l'environnement, qui propose une formation dans ce domaine, la première en Belgique francophone, et qui propose son aide juridique à la fois au pouvoir public et aux associations citoyennes en vue de défendre l'environnement. Alors, ce sont évidemment des domaines dans lesquels on ne peut pas se contenter, je dirais, d'une approche simplement universitaire, ne serait-ce que pour rester en contact avec les acteurs et de comprendre les sensibilités. Et donc, sur le plan de la vie privée, sur le plan de l'engagement personnel, j'ai eu l'occasion très vite, comme juriste,
d'être sollicité par l'ONG, l'organisation internationale Greenpeace, pour rejoindre leur conseil d'administration. J'ai été administrateur de Greenpeace pendant une dizaine d'années, ce qui est assez sportif. Les réunions sont dures, en 3 langues, français, anglais, néerlandais. Ce sont des actions musclées qui sont discutées, mais c'était une période fort intéressante. Dans la foulée, j'ai eu l'occasion de fonder avec quelques amis la Fondation pour les générations futures, qui s'est tout à fait spécialisée depuis une vingtaine d'années dans le développement durable. Et je préside toujours son conseil d'administration. On a mis au point des procédures très sophistiquées de panels citoyens qui ressemblent un peu à la procédure d'assises pour ce qui est de la justice. C'est-à-dire qu'on réunit les gens pendant plusieurs soirées, plusieurs week-ends. On fait vraiment de la formation collective et c'est seulement au terme de cet apprentissage démocratique qu'on demande aux personnes de se prononcer sur tel ou tel enjeu. Par exemple, faut-il oui ou non développer les OGM, les organismes génétiquement modifiés? Que fait-on avec les déchets nucléaires, des choses comme ça. Très souvent, quand on est dans l'action, on manque de recul. Et à l'inverse, quand on est à l'université, on manque parfois de points d'ancrage dans la réalité. On voit combien le go-between entre une expertise universitaire et un engagement citoyen peut être fécond pour les deux. Voilà. Comment s'est fait ce mariage improbable? Je parle parfois de liaison dangereuse entre le droit et la littérature. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Pendant des années, j'ai travaillé en philosophie du droit et je voyais que je prenais mes exemples de façon privilégiée dans le domaine littéraire, des illustrations. Par exemple, pour évoquer la résistance à l'oppression, j'évoquais comme tout le monde le personnage d'Antigone. Pour évoquer l'individualisme moderne, je me plongeais dans Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre au sérieux ce rapport, au fond, entre la littérature et le social. Et je me suis rendu compte qu'aux États-Unis était développé un courant très vif qui s'intitule « Droit et littérature », qui était peu connu en Europe. Et donc depuis une quinzaine d'années, j'ai commencé à travailler très sérieusement dans ce domaine, en faisant des recherches collectives, en publiant plusieurs ouvrages dans ce domaine. Et maintenant, j'ai eu la chance de pouvoir créer à l'Université Saint-Louis un cours intitulé « Droit et littérature », qui est un cours à option pour les juristes et un cours obligatoire pour les étudiants de Romane. Donc j'ai la chance d'avoir un public mixte. Et je m'amuse beaucoup dans cet enseignement qui permet au fond d'ouvrir le droit à l'humain et à la société grâce à l'imaginaire littéraire. C'est ma conviction profonde que les grandes œuvres littéraires ont vraiment la capacité d'imaginer le futur. Alors aussi une capacité critique de dénoncer les abus. Combien de textes littéraires n'ont-ils pas pour objet de se moquer des lenteurs de la justice, du jargon, puis il faut lire Kafka, bien entendu. Mais la littérature fonctionne aussi sur un versant positif et instituant, en aidant les sociétés à imaginer un avenir meilleur et des sociétés plus libres et plus solidaires. Voilà. Le passage, au fond, de la critique universitaire de la littérature à l'écriture elle-même s'est fait un peu progressivement et n'a rien d'évident, parce que ce sont deux métiers différents. Et on s'expose évidemment en écrivant, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir du talent et d'être joué. Donc pour moi, ça a été assez progressif. Ma première pièce de théâtre s'intitule Antigone voilée et est une transposition de l'Antigone de Sophocle à la question du voile islamique. L'occasion en était très simple, j'enseignais Antigone à Saint-Louis et au premier rang j'avais 2 étudiantes voilées. Tout d'un coup ça m'est apparu évident que, au fond, la résistance pour des motifs religieux d'une jeune fille 5 siècles avant Jésus-Christ
avait peut-être un écho dans le comportement de ces jeunes filles aujourd'hui, qui pour des motifs notamment religieux, pouvaient décider d'adopter cette posture vestimentaire. Alors je n'ignore pas les critiques, parfois l'ambivalence du voile islamique, mais justement la tragédie permet de discuter le pour et le contre d'une attitude. Et si on ne peut pas discuter des enjeux de société sur le plan littéraire, ben on n'a rien compris à la littérature. Voilà. J'aime bien la ligne de fuite, mais ce n'est pas une ligne de fuite artistique. On peut dire des choses plus rapides et plus fortes par le biais de la fiction. Alors, j'ai eu la chance de voir la pièce éditée par la maison de Bouc et travailler, étudier justement dans les écoles, dans les classes terminales. La pièce est assez bien étudiée dans les classes terminales, parfois avec l'aide de la Ligue des droits de l'homme, et donc de ce point de vue-là, la pièce a atteint son but. Même si elle n'a jamais été jouée dans un grand théâtre, parce que les directeurs de théâtre me disent qu'à leurs yeux, le sujet est trop délicat et ils ne veulent pas prendre des risques. Mais c'est révélateur. C'est révélateur que je touchais là un point sensible, un débat de société. Sade, le marquis de Sade, qui est une sorte de génie du mal. Sade, auquel j'avais consacré un essai universitaire, publié chez Odile Jacob. Mais j'avais le sentiment de ne pas avoir été jusqu'au bout dans la discussion avec lui. J'avais le sentiment qu'on n'atteint Sade que sur le plan de l'imaginaire. Et du coup, je me disais que seule une pièce de théâtre, où les choses pouvaient se dire de façon plus directe, moins conceptuelle, seule une pièce de théâtre permettait d'en découdre. Et donc j'ai imaginé un dialogue entre Portalis, son contemporain, qui est le principal auteur du Code civil français, le ministre des cultes de Napoléon, et le marquis de Sade. Cette pièce-là a été jouée pendant un mois au Théâtre Voltaire à Bruxelles. C'est une partie de bras de fer entre, au fond, le bien et le mal, incarné par les deux personnages, qui était jouée aussi par deux monstres sacrés du théâtre bruxellois. Sade était Jacques Viala, décédé malheureusement maintenant, tout récemment, trop tôt, et Michel Loirzé qui jouait Portalis. Et c'était très intéressant de voir que d'une soirée à l'autre et d'un public à l'autre, le rapport de force parfois oscillait. Tantôt j'avais l'impression que c'était le bien avec mon Portalis qui l'emportait, tantôt, et c'est plus inquiétant pour l'auteur que je suis, c'était mon Sade qui l'emportait sur Portalis. Et j'ajoute encore que le public, dont on croit volontiers qu'il est passif, eh bien le public joue son rôle par la manière dont il reçoit un texte. Certains soirs on riait, d'autres soirs on ne riait pas. Je pense vraiment que au théâtre, l'auteur fait la moitié du chemin. Et l'autre moitié du chemin, c'est le metteur en scène, les acteurs qui le font. Et donc, en principe, c'est merveilleux parce que, au fond, c'est une œuvre de collaboration qui enrichit considérablement le texte écrit. Ben là, c'est presque une histoire d'amour à l'égard de Camille Claudel. Comme beaucoup, je suis séduit par son œuvre, ému par son parcours, et j'ai voulu lui rendre justice dans cette pièce de théâtre. Nell Paxinou s'est sentie touchée personnellement par ce destin de femme artiste qui a dû lutter dans son siècle, comme elle, Paxinou, lutte un siècle plus tard pour exercer sa profession de directeur de théâtre. Nous avons travaillé ensemble pendant plus d'1 an à une adaptation de manière à passer du texte écrit à un texte joué. Ce fut pour moi une expérience intéressante et importante. Un petit deuil comme toujours, puisqu'il s'agissait de concentrer le texte. On ne l'a pas modifié, mais on l'a compacté, et j'ai beaucoup appris avec Nell, notamment cette évidence qu'au théâtre on joue avec son corps, et pas seulement avec des idées, et qu'au théâtre des silences peuvent être au moins aussi éloquents qu'une longue tirade. Donc j'ai dû apprendre ça. Nell a été une pédagogue très patiente. Ensuite, ce fut la période de la mise en scène, où je suis resté très discret parce que je considère que c'est un autre métier et l'auteur n'a pas à être une sorte de belle-mère ombrageuse. D'autant plus que Nell m'a fait le cadeau, au fond, d'enrichir le texte écrit par une musique originale qui a été composée pour la pièce et l'apport d'une chorégraphie originale. Donc là, franchement, l'art de l'écriture a été triplé en quelque sorte par l'art musical et l'art de la danse. Et ça,
pour un auteur, c'est un cadeau extraordinaire. La puissance expressive de son texte est transposée et démultipliée. J'envisage une pièce de théâtre qui s'intitulerait L'Arche et la Tour et qui mettrait en tension, au fond, deux épisodes bibliques, qui est celui de la Tour de Babel et de l'Arche de Noé, dans lequel je vois une sorte de fable, de symbole du monde contemporain. La Tour, et pensons à la Trump Tower à New York par exemple, représentant la violence, l'arrogance contemporaine, l'accumulation de richesses, l'enfermement, le repli dans une sorte de forteresse, tandis que l'arche représente au contraire l'ouverture, l'aventure, et la morale de l'histoire, c'est que, tout comme l'histoire de la tour de Babel c'est mal terminé, et que en revanche, ce sont les passagers de l'arche de Noé qui s'en sortent finalement le mieux. Eh bien, la morale de l'histoire pourrait être que ce sont peut-être les plus démunis et ceux que nous rejetons en dehors de nos frontières et qui périssent par milliers en Méditerranée par exemple, c'est peut-être ceux-là qui en définitive s'en sortiront. Et donc c'est une pièce à moralité politique qui ne serait pas une pièce tellement de texte, qui serait quelque chose d'assez visuel, parce que la morale est simple et forte, donc je dois encore réfléchir, mais voilà, j'aimerais faire ça.